Un centre commercial en feu à Pietermaritzburg, un pillage à grande échelle dans cet autre magasin de Durban, des scènes désormais quotidiennes dans la province du KwaZulu-Natal, fief de l'ancien président Jacob Zuma. Nouvelle journée de protestation dans les rues de Johannesburg ce lundi, après la mobilisation d'hier, et ce malgré les restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19. Selon la police, des dizaines de personnes ont été arrêtées. Le trafic vers une augmentation de la pension de retraite au Sénégal. Le président sénégalais Macky Sall a demandé vendredi 26 novembre aux administrateurs de l'institution de prévoyance retraite du Sénégal, IPRES, d'étudier la faisabilité d'ici au 31 décembre 2021 d'une augmentation de 10% des pensions de retraite. S'exprimant lors de la cérémonie de clôture d'une conférence sociale au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio que le président Macky Sall a passé l'annonce. Selon le chef de l'État, cette augmentation va coûter 10 milliards de francs CFA à l'IPRES. Afin d'accélérer le procès du massacre du 28 septembre 2009 de Conakry, une mission de la Cour pénale internationale CPI a séjourné durant 2 jours en Guinée. L'équipe de la CPI a rencontré le Premier ministre guinéen et la garde des Sceaux. Cette délégation de la CPI a visité le chantier du tribunal censé abriter le procès sur les violences commises le 28 septembre 2009. Le gouvernement guinéen se dit résolu à juger les responsables. Il a jusqu'alors invoqué les procédures en cours et les arrangements matériels nécessaires à la tenue du procès. La Confédération africaine de football CAF est unanime pour l'organisation de la Coupe du Monde tous les 2 ans. En effet, les présidents des 54 fédérations africaines de football ont voté oui à l'unanimité à la décision du Congrès de la Fédération internationale de football de mener une étude de faisabilité pour une Coupe du Monde tous les 2 ans. La CAF devient ainsi la première instance continentale à s'exprimer en faveur de ce projet si controversé en Europe. Ces votes interviennent moins d'un mois d'un sommet virtuel pour discuter de la proposition du mondial biennal. Dégradation de la situation sécuritaire au Burkina Faso. Face à la recrudescence des attaques meurtrières à travers le Burkina Faso, le gouvernement a été appelé vendredi 26 novembre à s'expliquer devant les députés. Les ministres de la Défense et de la Sécurité intérieure ont répondu aux questions des députés pendant plus de 6 heures. Lors de cette rencontre, plusieurs sujets ont été abordés, à savoir le dysfonctionnement au sein de l'appareil sécuritaire, équipement des forces en lutte et prise en charge des soldats sur le terrain. La rencontre visait, selon les députés, à mieux comprendre les actions mises en œuvre par le gouvernement et leur efficacité. Des changements sont en cours au niveau de la stratégie de lutte contre le terrorisme, a précisé le général Aimé Barthélemy Simporé. Les Nations Unies réclament au Mali le calendrier définitif des prochaines élections devront mettre fin à la transition en cours. Le jeudi 25 novembre à Dakar, le représentant de l'ONU en Afrique de l'Ouest, Mahamat Saleh Anadif, a reconnu que l'élection ne pouvait pas avoir lieu en février. Il a par ailleurs invité les autorités maliennes à proposer un nouveau chronogramme et le soumettre à la CEDEAO. Selon le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, la tenue des assises à venir décidera de la suite de la transition. En raison de l'insécurité grandissante dans plusieurs régions, les autorités avaient notifié à la CEDEAO que le Mali serait dans l'incapacité d'organiser ses élections en février 2022. Et l'inquiétude maintenant exprimée pour l'Éthiopie. Plusieurs pays appellent leurs ressortissants à quitter le pays. C'est le cas de la France, de l'Allemagne ou encore des États-Unis. Après plus d'une année de guerre entre les forces gouvernementales et le Front de libération du peuple du Tigré, les combats se rapprochent désormais dangereusement de la capitale, Addis Abeba. Armel Charrier, bonjour. C'est un scénario avancé, redouté depuis plusieurs semaines maintenant, mais il semble réellement se concrétiser aujourd'hui.
Oui, parce que le pays vit depuis 3 semaines sous état d'urgence et on voyait les combattants du Tigray qui descendaient et qui prenaient les villes stratégiques au fur et à mesure. Maintenant, ils sont à 180 km de la capitale et c'est une armée très aguerrie, en fait, celle qui combat pour le Tigray, parce que historiquement, c'est celle qui était là avant le Premier ministre, quand il est arrivé au pouvoir, il les a chassés. Donc ce sont soldats du rang jusqu'aux officiers, des gens qui savent combattre. Et donc, quand le Premier ministre, aujourd'hui, demande à aller combattre et dit à la population d'Addis Abeba, allez combattre avec moi, on est dans un rapport de force qui n'est pas du tout favorable. Donc, on se rend bien compte que dernièrement, il y aura certainement la victoire militaire du Tigray sur la capitale, qui est quand même la capitale d'un pays qui compte 120 millions d'habitants et qui, aujourd'hui, abrite l'Union africaine, d'où effectivement le fait qu'on demande aux expatriés de partir. Derrière ces combats militaires, au-delà de tout ça, ce que l'on redoute finalement, c'est une guerre civile qui s'installe avec évidemment des divisions autour des différentes factions qui composent le pays. Oui, parce que l'Éthiopie a été un pays bousculé. C'est un pays qui, en 1991, était exactement dans la même situation. Elle se retrouvait avec les Tigréens qui descendaient vers la capitale, Addis Abeba, et qui voulaient balayer le pouvoir communiste. À l'époque, celui qui menait cette action, c'était un général qui, aujourd'hui encore, est celui qui opère. Donc, ça veut dire qu'il a une vraie connaissance du terrain, il a une vraie connaissance de la situation. C'est le général Sankhan, et c'est aussi un homme politique. Et donc derrière, il y a eu pendant 30 ans une Éthiopie qui a été aux mains des Tigréens et qui a eu un changement avec ce Premier ministre qui est d'un autre ethnie, qui est les Omoro, qui est l'ethnie majoritaire de l'Éthiopie. Mais on risque de se retrouver dans cette querelle-là avec d'autres ethnies qui se rajoutent, les Amharas, etc., etc. Et si on n'arrive pas à faire une composante gouvernementale érythréenne qui prenne en compte tout ça, on va se retrouver sur des vecteurs qu'on a déjà connus. Il se rajoute évidemment la composante de l'Érythrée à côté, qui rentre aussi là-dedans, et de l'Égypte qui partage le Nil avec l'Éthiopie, et qui du coup derrière attise elle aussi le feu, parce qu'elle a aussi besoin d'avoir ses pions dans ce pays-là. Merci beaucoup Armelle pour le décryptage. On peut ressentir un sentiment de lassitude, de jours sans fin, ont pu se replonger dans les périodes difficiles que nous avons vécues collectivement depuis près de 2 ans. Oui, le virus circule à nouveau, il circule vite, il circule partout, en France et dans le monde. À l'évidence, ce virus répond à des cycles émaillés de périodes de flambée épidémique et de périodes d'accalmie. Oui, la France connaît à son tour une 5e vague. Oui, cette 5e vague sera sans conteste plus forte, plus longue que la 4e vague survenue cet été. Si le variant en cause, le variant Delta très contagieux, est le même, les conditions climatiques automnales et hivernales favorisent sa diffusion, d'autant que nous passons davantage de temps à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le professeur Jérôme Salomon va dans quelques secondes vous donner tous les éléments pour comprendre où nous en sommes. Mais avant, je veux vous dire qu'il n'y a aucune fatalité face à ce Covid et à ces cycles. Depuis 2 ans, la donne a changé et nous avons les moyens de nous prémunir individuellement et collectivement des conséquences dramatiques des premières vagues. Je veux vous dire que nous avons encore notre destin entre nos mains. Grâce à l'une des couvertures vaccinales les plus fortes au monde, grâce aux gestes barrières, grâce au pass sanitaire. Ainsi, et suite au Conseil de défense et de sécurité nationale qui s'est tenu hier, je ne vous annoncerai ni confinement, ni couvre-feu, ni fermeture anticipée des commerces, ni limitation des déplacements. À l'heure où nombre de nos voisins européens font face à la vague la plus violente depuis le début de la pandémie et sont contraints de prendre de telles mesures restrictives, nous faisons le choix de concilier liberté et responsabilité. Et nous considérons aujourd'hui que nous pouvons encore passer cette vague sans recourir aux outils les plus contraignants si nous savons utiliser pleinement les cartes que nous avons en main. Je vous présenterai dans quelques minutes les décisions qui ont été prises par le président de la République pour protéger les Français. Puis le ministre de l'Éducation nationale abordera la question des écoles. Mais avant tout, professeur Salomon, je vous laisse la parole.